Pour l'Oberleutnant Klaus Richter du 352e régiment d'artillerie, la matinée commença comme toutes les autres sur la côte normande. Une brume fine et humide planait sur la Manche, étouffant le monde dans une immobilité grise. L'air était froid, empli de l'odeur familière du sel et de la terre humide. Il était juste après 5 heures du matin. Une autre veille, un autre jour d'attente anxieuse. Mais à travers ces jumelles, alors que les premières lueurs de l'aube tentaient de percer l'horizon, la mer commença à changer. Ce n'était pas la marée, ce n'était pas un front météorologique, c'était quelque chose d'impossible. Une ligne sombre était apparue là où la mer rencontrait le ciel, une tache qui ne cessait de grandir, de se préciser et de se multiplier. Ce n'était pas une flotte, c'était une cité d'acier, une métropole flottante naviguant hors de la brume et entrant dans l'histoire. À ce moment, avant qu'un seul soldat allié ne pose le pied sur les plages en contrebas, avant que le monde ne connaisse même le nom d'Omaha ou d'Utah, il sut que le Reich était sur le point de se noyer. Pour comprendre le choc de cette matinée, il faut entrer dans l'état d'esprit de la forteresse Europe au printemps 1944. De la côte norvégienne jusqu'à la frontière espagnole, les ingénieurs allemands avaient construit le mur de l'Atlantique. Il avait été conçu comme une chaîne de béton et d'acier, hérissée de canons, une barrière impénétrable contre toute invasion. Dans l'esprit du haut commandement allemand et dans la propagande diffusée aux soldats, c'était la preuve de la puissance du Reich. Mais l'Oberleutnant Richter, soldat professionnel et vétéran du front de l'Est, connaissait la différence entre propagande et réalité. À 32 ans, il était assez vieux pour se souvenir d'une Allemagne différente et assez jeune pour avoir été façonné par la fournaise de la guerre. Il était pragmatique, observateur et profondément fatigué. Son commandement était une batterie d'artillerie avec de solides canons tchèques, nichés dans des casemates en béton, à quelques kilomètres à l'intérieur des terres, depuis les plages que les Alliés allaient bientôt nommer Omaha. Depuis son poste d'observation, un bunker en béton enfoncé dans une falaise élevée, il avait une vue dominante sur la mer. Jour après jour, lui et ses hommes s'entraînaient. Ils calculaient les solutions de tir, entretenaient leurs canons et fixaient l'eau grise et vide. On parlait toujours de l'invasion, le jour J, le jour des jours. Mais quand viendrait-elle, et plus importante encore, où ? Les services de renseignement allemands étaient certains que l'attaque principale viendrait au Pas-de-Calais, le point le plus court à travers la Manche. C'était le choix logique. C'est là que la 15e armée, le gros des forces allemandes à l'ouest, attendait. La Normandie était considérée comme secondaire. Peut-être un endroit pour une diversion, mais pas l'événement principal. C'était une erreur stratégique massive. Et ce n'était pas un accident. C'était le résultat d'une brillante campagne de déception alliée, appelée Opération Fortitude, et elle laissait les défenseurs de Normandie dangereusement exposés. L'unité de Richter, la 352e division d'infanterie, était meilleure que la plupart dans la région, mais elle n'était encore qu'une ombre des forces d'élite qui avaient conquis la France 4 ans plus tôt. C'était un mélange de vétérans aguerris de l'Est comme lui, et un plus grand nombre de très jeunes conscrits adolescents et de réservistes plus âgés. Ils étaient braves et loyaux, mais ils n'étaient pas les troupes d'assaut de 1940. Ils étaient des défenseurs, chargés de tenir une ligne qui était étendue bien trop mince. Le mur de l'Atlantique lui-même était plus un assemblage disparate qu'un mur solide. Beaucoup de bunkers étaient incomplets, les champs de mines avaient des brèches. Les vastes distances signifiaient que même un point fort puissant pouvait être isolé et contourné. Richter le savait. Il avait vu les raccourcis que les fermiers locaux utilisaient encore, les angles morts dans les champs de tir. Il avait un scepticisme professionnel quant à leur chance contre un assaut vraiment déterminé. Dans les semaines précédant juin, la tension avait été une chose vivante. Le maréchal Erwin Rommel, chargé d'améliorer les défenses, avait été un tourbillon d'activité. Il avait ordonné des millions de mines et des milliers d'obstacles en acier déchiqueté placés sur les plages. Les hommes les appelaient les asperges de Rommel. Rommel comprenait une vérité que le haut commandement à Berlin semblait ignorer. Si les Alliés n'étaient pas vaincus sur les plages dans les premières 24 heures, la guerre à l'ouest serait perdue. La puissance aérienne alliée déchiquetterait tout renfort allemand tentant de se déplacer vers la côte. Le premier jour était le seul jour qui comptait. Mais le 5 juin, le temps tourna. Une tempête souffla avec des vents violents et une mer agitée. Le service météorologique allemand prédit avec confiance qu'une invasion serait impossible pendant des jours. Cette prévision permit à de nombreux officiers supérieurs de se détendre. C'est pourquoi Rommel lui-même n'était même pas en France. Il était rentré en Allemagne pour l'anniversaire de sa femme. La tempête les garderait en sécurité. Ainsi, alors que Richter montait la garde dans le froid d'avant l'aube du 6 juin, l'ambiance était routinière.
La tempête était passée, mais la mer était encore agitée. Personne ne s'attendait à rien. Il regardait vers l'est quand il le vit pour la première fois. Un scintillement. Il leva ses puissantes jumelles Zeiss et fit la mise au point. Son cœur qui battait au rythme lent d'une veille de nuit commença à marteler contre ses côtes. Ce n'était pas un scintillement, c'était des navires. Pas une patrouille, pas un groupe de raids. Des centaines d'entre eux, et derrière eux encore et encore. Il balaya ses jumelles de gauche à droite. Partout où il regardait, c'était la même chose. La mer n'était plus de l'eau grise. C'était une masse solide de formes sombres et menaçantes. Il sentit une froide terreur remonter le long de sa colonne vertébrale. C'était la sensation d'un homme regardant un problème mathématique qu'il ne pouvait absolument pas résoudre. Pendant un long moment, Richter ne put tout simplement pas le traiter. L'ampleur pure était une insulte à la logique. Les services de renseignement allemands avaient estimé que les Alliés pourraient rassembler 3000 navires pour une invasion, et même cela aurait été un effort monumental. Ce qu'il regardait était quelque chose d'entièrement différent. Il essaya de compter, mais c'était une tâche insensée. Son cerveau, par instinct, commença à catégoriser. Il pouvait distinguer les silhouettes imposantes de cuirassés et de croiseurs. Il vit des essaims de destroyers plus petits et plus rapides, tournant autour d'eux comme des loups. Et puis il y avait les autres sans fin et innombrables. Des péniches de débarquement de toutes formes et tailles entassées si densément qu'elles ressemblaient à de la limaille de fer attirée par un aimant. Il cligna des yeux, se frotta les yeux et regarda à nouveau. L'image ne changea pas. Elle ne fit que devenir plus claire alors que le soleil commençait sa lente ascension. Le nombre officiel pour l'ensemble de l'opération serait confirmé plus tard à près de 7000 navires. Une armada de 8 nations différentes. Cela reste la plus grande force d'invasion amphibie de l'histoire. Mais pour Richter, ce n'était pas une statistique. C'était une présence physique qui semblait courber l'horizon. C'était une déclaration de puissance industrielle si immense qu'elle rendait obsolète tout ce qu'il avait jamais connu sur la guerre. L'Allemagne avait construit un mur de béton. Les Alliés avaient répondu en construisant un pont d'acier. Il saisit le téléphone de campagne, sa main glissante de sueur. Ici Richter, au poste d'observation 4. J'ai un visuel sur la Manche. Il y a des navires. La voix à l'autre bout était fatiguée, dédaigneuse. Nous avons des rapports de quelques navires, Oberleutnant. Un raid possible. Restez en attente. Non, la voix de Richter était tendue, urgente. Vous ne comprenez pas, ce ne sont pas quelques navires, ce sont des milliers. La mer entière est couverte d'un horizon à l'autre. C'est ça, c'est l'invasion. Il y eut une pause, de l'incrédulité. Richter pouvait presque entendre l'homme l'imaginer comme un jeune officier hystérique, effrayé par des ombres. Oberleutnant, les conditions maritimes ne sont pas favorables. Nos rapports montrent... Vos rapports sont faux, hurla Richter, sa voix se brisant. Je le regarde de mes propres yeux. Pour l'amour de Dieu, regardez la mer. Il raccrocha violemment le téléphone par frustration. C'était trop grand pour être cru. Il essaya une autre ligne vers le quartier général régimentaire et trouva son commandant. « Richter ici, monsieur. La flotte d'invasion est là. 10 000 navires. » Il savait qu'il exagérait, mais à ce moment-là, cela semblait un euphémisme. La voix du major était sceptique. « Richter, êtes-vous certain ? La météo est assez claire pour voir la fin du monde, major, et elle est assise dans la Manche. Je demande la permission d'ouvrir le feu. » Cette fois, l'urgence transperça. La chaîne de commandement était paralysée par un échec d'imagination. Leurs plans, leurs cartes, leurs rapports de renseignement, tout cela était effacé par la réalité flottant à quelques kilomètres. Pendant que Richter regardait la flotte, le haut commandement était concentré sur les rapports de parachutistes à l'intérieur des terres, supposant qu'ils étaient l'événement principal. Personne ne regardait la mer. Richter n'attendit pas. Il hurla des ordres à ses hommes. Réveillés par l'agitation, ils fixèrent du regard depuis leur position, leur visage un mélange de crainte et de terreur. Ils virent ce qu'ils voyaient. Les exercices étaient terminés. C'était réel. Les lourds obus furent remontés des magasins. Les télémètres annoncèrent des nombres qui semblaient impossiblement grands. Les canons géants des canons, silencieux depuis si longtemps, s'élevèrent lentement, pointant leur nez vers la flotte impossible. Richter se tenait dans son poste, jumelles pressées contre ses yeux. Il pouvait voir les péniches de débarquement commencer à se former. Il pouvait sentir la vibration dans l'air, un bourdonnement grave de milliers de moteurs. C'était le son d'une superpuissance respirant, et il était sur le point de jeter la première pierre.
L'ordre vint finalement juste avant 6 heures. Engagés à volonté. Pour Richter, c'était une libération. La paralysie de l'incrédulité fut brisée par la clarté familière de l'action. « Feu !» rugit-il dans le téléphone. Un instant plus tard, le sol trembla alors que le premier canon tirait. Puis un second et un troisième. Les obus hurlèrent au-dessus de l'eau. Richter les suivit à travers ses jumelles, une vague de fierté professionnelle se mêlant à sa terreur. Il vit des panaches d'eau éclater au milieu de la flotte. Un raté, puis un autre. Ces hommes étaient bons. Ils ajustèrent leur visée, tirant avec un rythme discipliné. Et pendant un bref moment, ils firent mouche. Richter vit un coup direct sur un destroyer américain, l'USS Cory. Il y eut un éclair d'orange et une bouffée de fumée noire. Bien que certains récits suggèrent que le navire ait également heurté une mine, du point de vue de Richter, ses canons avaient versé le premier sang alors que le navire gîtait, paralysé, et coulait plus tard. Des acclamations montèrent de ces hommes. Pendant quelques minutes, cela ressembla à une vraie bataille. Cela ressemblait à ce que leur entraînement comptait. Mais le sentiment fut éphémère, car après que le Cory fut touché, la flotte ne se dispersa pas. Elle ne ralentit pas. Le vide dans la formation fut simplement comblé. Les lignes sans fin de navires continuaient d'arriver. Une marée de fer qui ne pouvait être arrêtée. Ces canons tirèrent encore et encore, mais pour chaque navire qu'ils pouvaient harceler, 100 passaient intacts. Richter sentit un profond sentiment de futilité le submerger. Il était un homme avec un seau essayant de vider l'océan. Il regarda au-delà de ses propres impacts d'obus et vit la situation dans son ensemble. Les cuirassés alliés, des navires comme l'USS Texas, tournaient maintenant leurs massifs canons de 14 pouces vers le rivage. Puis vint la réplique. Cela commença comme un grondement bas depuis l'autre côté de l'eau. Il vit des éclairs de lumière depuis les gros navires, comme un orage silencieux de foudre à l'horizon. Quelques secondes plus tard, l'air autour de lui commença à se déchirer. Le sol commença à se soulever. Des geysers de terre jaillirent des champs. Le processus industriel systématique de démantèlement du mur de l'Atlantique avait commencé. Où était la réponse allemande? Où étaient les Panzers? Où était la Luftwaffe? Richter scruta les cieux et ne vit rien que des avions alliés, chasseurs, bombardiers, transports. Ils possédaient complètement l'air. La doctrine allemande appelait à des contre-attaques blindées. Mais l'unité blindée la plus proche, la 21e division Panzer, était paralysée par la confusion et le besoin d'un ordre direct du quartier général d'Hitler. Quand elle se déplaça finalement, elle se déplaça sans couverture aérienne dans un ciel noir de chasseurs bombardiers alliés, et elle fut décimée avant même d'atteindre le front. Ce fut à ce moment, avec ses propres canons tirants et le ciel pleuvant de l'acier, que Richter comprit que ce n'était pas un combat, c'était une extermination. Les Alliés n'essayaient pas de le déjouer, ils essayaient de l'effacer. Cette unique réalisation personnelle d'une force écrasante définit toute la campagne de Normandie. L'histoire de comment la puissance industrielle a éclipsé les tactiques de champ de bataille est complexe et fascinante. Si vous trouvez ces plongées profondes dans les perspectives moins connues de l'histoire captivante, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous permet de continuer à mettre en lumière ces histoires humaines cruciales. Alors que le bombardement naval s'intensifiait, quelque chose dans l'esprit de Richter changea. La partie tactique de son cerveau s'éteignit. Elle fut remplacée par une clarté froide et terrifiante. Il ne voyait plus des navires et des soldats. Il voyait le système derrière eux. Il voyait les usines. À travers ses jumelles tremblantes, il regarda au-delà des navires de guerre et vit dans son œil mental les chaînes de montage de Détroit. Il imagina des usines produisant des camions et des moteurs à une échelle dont l'Allemagne ne pouvait que rêver. La logistique de cette invasion, la capacité d'approvisionner des centaines de milliers d'hommes sur un rivage hostile n'était pas un miracle. C'était un simple résultat de cette production industrielle. Il regarda le ciel rempli d'un flux sans fin d'avions de transport C-47 et de chasseurs bombardiers. Le jour J, la Luftwaffe vola peut-être 300 sorties dans toute la France. Les Alliés en volèrent plus de 14 000. Pour chaque avion allemand dans le ciel, il y en avait plus de 40 alliés. La raison n'était pas un échec du courage allemand, c'était les usines. Et puis il y avait les chars. Ils connaissaient la réputation des Panzers allemands. Le Tigre et la Panthère étaient technologiquement supérieurs, craints par les équipages alliés. Mais cette supériorité était une impasse stratégique. Ils étaient complexes, coûteux et difficiles à produire. Pour chaque redoutable char Tigre qui sortait de la chaîne, les Alliés estampaient des dizaines de chars Sherman plus simples, mais brutalement efficaces. Dans toute l'année 1944, les États-Unis seuls produiraient plus de 29 000 chars.
Le pic de production mensuel de l'Allemagne en revanche ne dépassait jamais 2000. Les Alliés ne prévoyaient pas de gagner les batailles de chars par la qualité. Ils prévoyaient de gagner en enterrant les Panzers sous une montagne d'acier. C'était la nouvelle réalité. C'était l'équation industrielle de la défaite. Toute la rhétorique sur la volonté et la force idéologique se dissolvait face à ces chiffres. L'idéologie nazie avait promis qu'un peuple unifié et déterminé pouvait triompher des démocraties décadentes. Mais voici la preuve que l'idéologie ne pouvait pas arrêter un bombardier. La volonté ne pouvait pas couler un cuirassé. Richter ressentit un désespoir profond, presque spirituel. Lui et ses hommes étaient de bons soldats. Ils étaient sur le point de mourir non pas parce qu'ils étaient surpassés au combat, mais parce qu'ils étaient dépassés en nombre, à une échelle qui défiait la compréhension. Ils étaient participants à un concours qui était déjà terminé. Louis et ses hommes, toute l'armée allemande à l'ouest, étaient comme une épée finement ciselée face à un marteau-pilon à vapeur. L'issue du concours n'avait jamais fait de doute. Il pensa aux affiches de propagande et à la croyance inébranlable chez eux en la victoire finale. Tout était un mensonge. Pas seulement un mensonge politique, mais un mensonge mathématique. Le haut commandement allemand devait savoir. Il devait avoir vu les tableaux de production. Pourtant, il l'avait envoyé, lui et des millions d'autres combattre une guerre qu'ils ne pouvaient absolument pas gagner. Il n'est pas étonnant que dans la dernière année de la guerre, la pression psychologique et la confrontation avec cette vérité impossible aient conduit à une augmentation des suicides parmi les officiers sur les lignes de front. Ils ne combattaient pas seulement des soldats d'Amérique, de Grande-Bretagne et du Canada. Ils combattaient la pleine puissance déchaînée du complexe industriel mondial. Alors que le soleil montait plus haut, le théorique devint une réalité brutale. Le bombardement naval atteignit un crescendo, un tonnerre roulant constant qui ne cessa jamais. Le béton du bunker trembla, la poussière pleuvant du plafond. À travers la meurtrière d'observation, Richter vit les premières vagues de péniches de débarquement toucher le rivage. Les bateaux Higgins abaissèrent leurs rampes, dégorgeant des soldats américains dans le ressac. Les mitrailleuses dans les casemates allemandes le long de la plage d'Omaha commencèrent à crépiter, déchirant les rangs des premiers hommes à terre. Depuis son point d'observation, Richter pouvait voir le terrible drame se dérouler, l'eau devenant rouge, les corps s'entassant. La 352e division d'infanterie allemande exigeait un prix horrifique. Pendant un moment, il sembla que la défense tenait. Les Américains étaient cloués au sol. Mais ensuite, l'équation industrielle s'affirma à nouveau. Les destroyers alliés, voyant le massacre, firent quelque chose de suicidaire et d'héroïque. Ils naviguèrent directement vers le rivage, certains se rapprochant à moins de 1000 yards, raclant leurs coques sur les bancs de sable. Ils tournèrent leurs canons sur les bunkers allemands, fournissant un appui-feu direct dans un mouvement qui changea la donne à Omaha. Au même moment, d'étranges nouvelles machines commencèrent à apparaître. Richter regarda des camions amphibies, les DUKW, semblant conduire directement hors de l'océan et sur la plage. Il vit des chars ramper à terre, certains équipés de fléaux géants pour faire exploser les mines. C'étaient les drôles de machines de Hobart, des véhicules blindés spécialisés que les Britanniques avaient développés pour surmonter exactement ces types de défense. Les Allemands n'avaient rien de tel. La scène sur la plage en contrebas passa d'une lutte à un processus méthodique d'anéantissement. Les points forts allemands furent systématiquement aveuglés et détruits par des obus navals, des obus de chars et des bombes. Sur la plage d'Omaha seule, les estimations suggèrent que la 352e division subirait environ 1200 pertes ce jour-là. Un pourcentage stupéfiant de sa force combattante anéantie en quelques heures. La propre batterie de Richter était maintenant une cible de choix. Les obus tombaient de plus en plus près. Un coup direct sur l'un des emplacements de canon envoya une boule de feu dans les airs. Un autre canon fut mis hors de combat. Ses lignes téléphoniques tombèrent en panne. Il était isolé, son commandement brisé. Il leva les yeux vers le ciel une dernière fois. C'était un plafond mouvant d'avions alliés. Sur la mer, la première vague de péniches de débarquement était remplacée par une deuxième et une troisième. Au-delà d'elle, la vaste armada attendait patiemment. Un convoyeur d'hommes et de matériel qui pouvait, semblait-il, fonctionner éternellement. Les Alliés débarqueraient environ 1500 chars le jour J seuls. La bataille pour la plage faisait encore rage, mais l'issue avait déjà été décidée. Ce n'était qu'une question de temps et de tonnage. La guerre en Normandie ferait rage pendant encore 2 mois. Les combats dans le bocage seraient brutaux et coûteux, mais cela ne changerait rien.
Chaque char allemand détruit était une perte qui ne pouvait être remplacée. Chaque char allié perdu était remplacé par 3 autres. Chaque soldat allemand qui tombait laissait une brèche dans la ligne qui ne pouvait être comblée. Pour le lieutenant Klaus Richter et pour les milliers de soldats allemands qui survécurent à ce premier jour, le reste de la guerre n'était qu'un épilogue. Ils continuèrent à se battre poussés par le devoir, par la peur ou par un patriotisme déconnecté de la réalité. Mais l'espoir de la victoire était parti. Il avait disparu dans la lumière de l'aube du 6 juin. Nous imaginons souvent la fin du Troisième Reich comme un effondrement lent et agonisant, culminant dans la bataille de Berlin. Mais pour les hommes sur le mur de l'Atlantique, la fin vint en un seul instant horrifiant de révélation. Ce fut le moment où ils virent une flotte qui remplissait l'horizon, un ciel noir d'avions ennemis et une force qui n'était pas seulement une armée, mais le poids écrasant total du monde industriel moderne. C'était un nouveau type de guerre, qui ne se gagnait pas dans les cœurs des soldats, mais sur les chaînes de montage des usines à des milliers de kilomètres. Et pour un officier allemand regardant à travers ses jumelles une mer qui s'était transformée en acier, ce fut le matin où il sut que c'était fini.